Peut-être d'abord, merci à Claude et au chapitre Genevois de l'IBA de nous accueillir, c'est sympa. Et j'avais déjà eu l'occasion il y a 2-3 ans de faire une intervention dans un autre sujet au sein de ces soirées, donc c'est toujours un plaisir de venir. Je me présente rapidement, Christophe Vanière, je suis actuellement le directeur du campus de l'école 42 Lausanne. J'ai été pendant 6 ans architecte et DSI de la HESSO au niveau de l'ensemble du rectorat. Et puis, jusqu'à avant, j'ai passé 13 ans dans le monde de l'informatique bancaire, donc des choses très, très sérieuses, après un petit passage dans le monde des startups. Et puis ce soir, avec moi, j'ai Jérémy Péguet, qui est le directeur technique du campus 42 de Lausanne, qui est un ancien étudiant qui a fait tout le cursus à 42 Paris, qui a aussi travaillé à 42 Paris. Donc, il n'hésitera pas, en tout cas pendant la phase de présentation, si jamais, à intervenir. Et bien évidemment, dans la phase de questions-réponses, compléter mes questions et mes réponses. J'ai pas eu le plaisir de faire toute la formation 42, j'en ai fait un tout petit bout. Mais donc voilà, donc Jérémy, n'hésite pas dans ce Souci. contexte-là. Bonsoir à tous. Et je crois avoir vu passer Johan, qui est un ancien étudiant, aussi dans la phase de questions-réponses. N'hésite pas, Johan. On est là pour échanger fondamentalement. Ok, super. Je vais vous partager mon écran avec le mode présentation. J'espère que vous le voyez. Normalement, ça marche. Oui, C'est OK, c'est vous parfait. voyez, c'est tout bon. Très bien. Alors, je vais vous faire une petite présentation, ça dure une demi-heure, 40 minutes, comme l'a dit Claude. J'ai profité d'intégrer aux différents éléments, aux différents slides, des questions qui avaient été posées et votées, comme ça nous permet de les retrouver. J'ai mis à la fin les 3-4 questions, j'arrivais pas à raccrocher à quelque part. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à poser déjà vos questions en parallèle, et puis on verra s'il y a d'autres questions, et après on peut le faire aussi en mode interactif. Alors, j'ai mis un truc un peu pushy pour commencer. La meilleure école de développement informatique ouvre ses portes à Lausanne. Alors c'est vrai, 42 est identifiée comme la meilleure école d'informatique du monde. Bon, selon un site en français, hein, je précise quand même, Coding Game, bien évidemment en concurrence avec différentes écoles. Il y a un peu un côté joke, bien évidemment. On est une excellente école de développement. Je vais vous expliquer surtout ce qui fait sa spécificité et puis pourquoi elle ouvre à Lausanne cet été. D'abord, le point de départ de mon intérêt sur cette école, c'est qu'on a un vrai challenge dans l'informatique en Suisse romande et partout, en tout cas en Europe. C'est un problème de manque de compétences, vraiment de manque d'informaticiens, d'informaticiennes, principalement des développeurs. Hein, on a un profil qui est particulièrement aujourd'hui recherché. On a beaucoup d'informaticiens et d'informaticiennes qui font des systèmes qui doivent se recycler aussi dans le développement. Ça, c'est un autre challenge. Alors, on lit dans les journaux, il manque 25, 35, 40 000 informaticiens. On se dit, ouais, bon, ok. Il y a un chiffre qui est super important. Chaque année, aujourd'hui, il y a 4 500 informaticiens qui partent à la retraite. C'est le fameux papy boom qu'on connaît, dont on a déjà entendu parler. Et on diplôme 1900 informaticiens en bachelor et master. Donc, juste ce chiffre-là, quand on dit il nous manque des informaticiens, c'est rien que pour remplacer ceux qui partent à la retraite, on a un vrai challenge. Et je vous laisse imaginer que les enjeux de transformation numérique dans lesquels on est aujourd'hui nécessitent des compétences supplémentaires. On a essayé l'offshoring, ça marche en partie. On fait venir des Français et des Allemands, ça marche en partie, mais les Français, ils ont le même problème que nous, les Allemands, ils ont le même problème que nous. Donc voilà, donc ce qu'on va essayer de faire de l'autre côté, il faut savoir que les chiffres que je vous donne sont les chiffres suisses. En Suisse romande, on a à peu près 300 à 400 diplômés chaque année. Nous, on va essayer d'en rajouter 150 à 200 supplémentaires. D'accord? Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important et c'est le point de départ. Et puis, il y a un autre élément, c'est que notre système d'éducation, alors moi, je viens de la HESSO, je connais bien l'intérieur du système, il est excellent si vous avez une maturité professionnelle ou gymnasiale, et puis si vous avez choisi le bon métier au début. Alors, il n'y a que 50% des gens qui ont une maturité. Puis, si j'ai fait une maturité dans un domaine qui n'est pas celui de l'informatique, j'aurais de la peine à rentrer en HES, par exemple, en informatique. C'est un petit peu plus facile dans le monde universitaire, mais ce n'est pas le même principe. Et effectivement, c'est deux éléments importants sur lesquels l'école 42 intervient en disant, nous, on s'en fiche ce que vous avez fait à l'école. D'ailleurs, si vous avez fait l'école, on s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous êtes compétent pour faire du développement. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on va s'adresser à des profils assez différents, complémentaires par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des hautes écoles. Et j'ai vu
des cuisiniers, des boulangers, j'ai vu des psychothérapeutes, j'ai vu des danseurs, j'ai vu des profils très intéressants à l'école 42. J'ai aussi vu des ingénieurs qu'on avait marre, qui sont recyclés dans notre école. Donc voilà, donc il y a différentes expériences dans ce contexte-là. L'école 42, qu'est-ce que c'est? L'école 42, c'est un concept qui a été développé à l'origine par Xavier Niel en France. Xavier Niel, en 2 mots, c'est Free en France, Salt en Suisse. Voilà, ça vous donne, on est sur un milliardaire du numérique qui s'est dit, OK, on a un vrai besoin. Il a investi beaucoup dans les startups. Il y a un vrai besoin au sein de l'économie pour qu'on ait ces développeurs, ces informaticiens. Et il est tombé sur une école qui s'appelle Epitech, qui existe toujours, qui avait développé une pédagogie depuis les années 90, qui était justement basée sur beaucoup de pratiques. Il a trouvé cette pédagogie assez intéressante pour se dire, OK, mais vous formez 100 personnes par année, c'est pas assez, j'en veux 1000, on va créer une école qui s'est appelée 42, et puis derrière, on va mettre de l'argent pour que cette école soit gratuite, parce que l'école Epitech étant une école privée payante. Donc c'est parti d'une initiative privée, avec toute une équipe qui est venue compléter ces éléments-là. Depuis 2013, c'est déjà 7 volées d'étudiants qui ont fait leur rentrée à l'école 42, et c'est à peu près 1000 étudiants par année qui rentrent dans cette école. Donc, il y a quand même une grande émulation dans ce contexte-là. Je l'ai dit, c'est ouvert à tout le monde pour autant qu'on ait les compétences. Alors, j'insiste sur le fait que n'importe qui, du moment qu'on a 18 ans, peut candidater. On va ouvrir sur Lausanne notre site à mi-février avec l'espace d'admission, etc. Donc, c'est un test en ligne qui fait 2 heures. Déjà, on va commencer par identifier ceux qui ont une capacité de mémoire et de logique algorithmique qui est suffisante. Et puis, pour ceux qui passent ce test, c'est à peu près 30% qui réussissent le test, on va dire, dans la plupart des campus. Derrière, il y a une opportunité de venir à ce qu'on appelle la piscine. La piscine, c'est 4 semaines de développement intensif. Alors, il y a ceux qui survivent, ceux qui croient qu'à 17h ils rentrent, puis que le week-end ils ont congé, ils peuvent dégager, on n'en a pas besoin. Donc c'est vraiment une école et un moment où on est là pour se battre et montrer qu'on est les meilleurs. Et puis derrière, on va garder les 30% qui sont les meilleurs de l'équipe. Alors pas seulement les meilleurs techniquement, mais aussi socialement, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, partager ces différents éléments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pédagogie se base sur 2 concepts qui sont importants. Elle n'a pas de prof. Alors ça, c'est vachement important, hein. Moi, j'ai géré des profs à la HESSO, c'est compliqué au niveau de l'ego. Vous verrez au niveau des budgets, c'est aussi compliqué, mais donc là, on a une sacrée économie. Mais du coup, il faut bien que les élèves apprennent. Et pour ça, on va créer en fait 2 systèmes. Le premier, c'est le peer-to-peer learning. Alors, c'est un mot qui a l'air un peu technique pour dire un truc qu'on fait tous au boulot. C'est quand on a une question, on se retourne vers le copain, on lui pose une question et puis il nous répond. Voilà, c'est ça mis à une échelle en fait complète et structurée. En fait, on part du principe que les étudiants sont assez intelligents pour qu'ensemble, collectivement, et là on parle d'intelligence collective, ils se forment parmi. Alors bien évidemment, on a plein de ressources, il faut aller sur Internet, on peut lire des tutos, etc. Mais c'est vraiment des éléments qui sont importants. Puis après, il y a un autre facteur qui est super important, c'est la motivation. Parce qu'à la fin, si on n'est pas motivé, on n'apprend rien, ou en tout cas, on ne se rappelle pas. Et puis, en fait, on travaille la motivation à travers ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire qu'on crée un grand jeu. Et la force de l'école 42, c'est d'avoir créé un grand jeu qui va durer pendant les 3 ans de l'école, où il y a des quêtes, il y a des niveaux, il y a des exercices, il y a des challenges, on gagne des points, on gagne des wallets pour aller s'acheter des t-shirts 42. Voilà, donc tout cet élément qui fait qu'on a envie de venir dans cette école. Je discute pas mal avec des anciens étudiants, ou même des étudiants qui me disent, mais le samedi, on a juste envie d'aller à l'école, ne serait-ce que pour aller boire des verres avec des copains. Puis quand on est là, ça finit souvent à faire un petit truc et puis on connaît un moment, etc. Donc il y a vraiment cette logique de se dire, on va être motivé. Et puis du coup, les étudiants, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours. Donc ils viennent quand ils veulent, c'est ouvert 24, 7. Ça, c'est aussi un élément important. Euh, Honnêtement, si vous voulez faire l'école 42, que vous aimez la tranquillité, le matin vers 8h, c'est cool. Il faut éviter 21h, 22h toute la semaine et surtout le week-end. Parce que là, il y a du monde et puis ça déconne pas mal. Voilà, donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Il y a déjà plus de 10 000 étudiants aujourd'hui qui ont été formés. Donc, quand je vous dis on, etc., c'est pas Lausanne. Lausanne, on va ouvrir cet été, mais c'est on, Paris, Lyon, différents campus qui ont ouvert dans ce contexte-là. Et l'autre élément, j'ai dit que l'école était gratuite. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ouais, l'école est gratuite. On est la seule école gratuite à ce niveau-là. Ah oui, parce que même l'Uni, ok, c'est 560 francs par trimestre, c'est pas grand-chose, mais c'est pas gratuit. Et je vous parle bien évidemment pas des écoles privées. Donc derrière, il y a bien de l'argent, parce que moi, il faut que je mange, hein. J'ai beau avoir un peu de réserve, il faut quand même que je mange. Donc fondamentalement, en fait, c'est qui? C'est des mécènes privés
on va en parler, qui finance cette école-là parce qu'ils pensent que l'économie a besoin d'acteurs importants et bien formés dans le domaine du numérique. Alors vous voyez là, j'ai mis la petite main du Speak Up, ce qui me permet de revenir sur l'une ou l'autre des questions que j'ai identifiées par rapport à qu'est-ce qu'on a dû adapter par rapport au campus de Lausanne. Alors il faut savoir que l'école 42, qu'elle soit à Paris ou à Lausanne, c'est la même chose, c'est le même programme, c'est le même contenu. Alors, bien évidemment, c'est pas la même taille. Donc la première chose qu'on a dû adapter, c'est qu'à Lausanne, on va avoir à peu près 200 étudiants par volet, donc un total de 500 étudiants une fois que les trois volets seront en place. À Paris, c'est à peu près 3000 étudiants actuellement en parallèle. Enfin, quand c'est pas confiné, hein, donc on va dire en mode normal. Donc voilà, donc il y a un facteur taille. Et puis il y a un autre élément, c'est le mode de financement. À Paris, ils ont eu la chance de compter sur un milliardaire du numérique. Nous, on a fait un choix différent d'aller chercher différentes entreprises avec une logique assez pragmatique en disant si les gens n'ont pas assez mal pour mettre de l'argent pour qu'ils aient des développeurs, c'est qu'il n'y a pas besoin de les former parce qu'ils ne vont pas trouver de job derrière. Donc le fait qu'on puisse trouver un budget et que les entreprises soient prêtes à financer, c'est aussi une gage de sécurité en disant aux gens qui viennent dans cette école, et les mecs, ils mettent de l'argent pour vous former, donc ils veulent vous engager, donc soyez les meilleurs et vous trouverez un job dans ce contexte. Donc c'est vraiment ces éléments. Après, on est une école 42, on aura quelques thématiques spécifiques, on a une super nature, on n'est pas très loin du lac, il y a les montagnes et le ski. C'est clair que par rapport à Paris, ça change. Voilà, donc ça, c'est fait partie des petits éléments. Mais bon, si vous voulez aller à Tokyo ou si vous voulez aller à Barcelone, vous pouvez aussi, hein. Barcelone, c'est bientôt ouvert. Je crois que c'est à la fin de cette année ou je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, il y en a un peu partout dans le monde. Ça, c'est l'autre truc qui est vraiment aussi intéressant, c'est que c'est comme dans le numérique. Une bonne idée qui est disruptive, elle se multiplie. Aujourd'hui, c'est à peu près 18-19 écoles qui sont opérationnelles. Ça sera un peu plus d'une trentaine d'écoles opérationnelles fin 2021 si le Covid nous laisse un peu avancer, parce que ça n'a pas été tout simple cette année, bien évidemment. Dès le début, il y a eu des différents campus. Certains ne s'appellent pas 42 parce qu'en fait, il y avait une volonté de dire 42, c'est Paris et la Californie. Puis après, il y a Lyon, s'appelait le 101 au début. Il y a le 19 en Belgique, le 21 à Moscou, etc. Jusqu'en avril 2019, où là, il y a vraiment eu, plus que des expériences de réplication, une stratégie avec la création de ce qui s'appelle aujourd'hui le 42 Network, qui en fait gère l'ensemble des campus, qui sont des franchisés. Alors ça, c'est une chose qui est importante, c'est que tous nos campus sont des associations ou des fondations à but non lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour faire des développeurs. Ça, c'est un élément qui est important. Et puis derrière, en fait, simplement, on a une franchise avec le network, avec tout l'esprit, la charte à respecter, mais aussi toutes les solutions pédagogiques qui sont mises en place. Et en fonction de nos modes réseau, c'est-à-dire qu'on développe et on participe au développement de ce réseau. C'est assez important. Et ça crée un élément sympa. Déjà, à partir de 2021, on va être sur tous les continents. Il nous manque juste l'Australie qui est prévue cette année avec Adélaïde. Sinon, c'est déjà le cas. Et puis, on aura l'opportunité aussi d'accueillir ou d'avoir des étudiants qui font du in et du out. Je parle toujours sous l'idée que le Covid va finir par partir, hein. À l'heure actuelle, c'est comme Erasmus, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc ça s'ouvre et ça se multiplie. En Suisse, Lausanne pour la Suisse romande, ça c'est un élément. Et puis, je vous le dis pas ailleurs, hein, ça pourrait venir à Zurich. C'est pas exclu parce qu'il paraît que les Suisses allemands commencent à s'intéresser. Il faut dire qu'il y a Volkswagen qui vient d'ouvrir à Wolfsburg. Ça fait sérieux. Avant, c'était une idée de Français venue par la Suisse romande. Ça faisait pas très sérieux. Maintenant qu'il y a Volkswagen, ça marche un peu mieux. Alors, bien évidemment, alors j'ai adoré cette question. L'école 42 est décriée par certains parce qu'on n'a pas encore fourni le dernier Steve Jobs. Et je me suis dit, comment répondre à ça? Et je dis, mais c'est qui le Steve Jobs de l'EPFL? Bon, après, c'est quand même la 10e école du monde, hein, mais je ne serais pas capable aujourd'hui de vous dire qui est le Steve Jobs de l'EPFL. Parce que bien évidemment qu'un Steve Jobs, c'est quelque chose de particulier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos étudiants, on a 400 startups qui ont été créées par des étudiants de 42 Paris. Donc, il y aura bien, je dirais pas un Steve Jobs, il n'y en a qu'un par génération, et heureusement, parce que il est génial, mais il peut être très chiant quand il veut. Mais fondamentalement, on va avoir des acteurs et on a déjà des acteurs du numérique. Et on n'est pas là pour faire que des génies. On est là pour former des gens qui ont envie de coder, qui ont envie de participer à l'aventure, qui ont envie de changer le monde.
sans être forcément Elon Musk ou Steve Jobs. Ça, c'est rigolo parce qu'en même temps, quand je vois et que je discute avec des entreprises, ils me disent ouais, c'est cool, les unis, les APF, les HES, mais ils disent tous aux gens qui vont finir comme Elon Musk. Puis nous, on va leur faire du job à la con parce qu'à la fin, coder toute la journée, c'est pas du job qui est super plaisant si vous n'êtes pas motivé et que vous voulez devenir Elon Musk et aller sur Mars. Donc voilà, donc nous, on fait des doers, on fait des gens qui ont envie de coder, qui ont envie de construire, qui ont envie de faire ça, et on le fait bien. Et puis après, à l'EPFL, ils font plein de choses. Ils font des penseurs, ils font des gens qui font de la conceptualisation. Et c'est aussi super important et complémentaire dans les équipes. Vous faites peut-être plus des Steve Wozniak alors, du coup. Jolie, elle est pas mal. Effectivement, je vois JP qui fait comme ça. On fait plus des Wozniak que des Steve Jobs, même s'il peut y en avoir. Hein. Mais en général, ils aiment bien travailler en équipe et puis ils doivent gérer leur caractère. Donc peut-être que Steve Jobs, il n'aurait pas tenu chez 42. C'était le développeur de Steve Jobs au début, hein, pour ce qui Ouais, ne le savent c'est pas. lui qui a inventé l'Apple II notamment dans ce contexte-là. En un mot, en une image, le 42 Network, il y a un chiffre qui est important, c'est 100% d'emplois à la sortie. Alors, de me dire, on est en Suisse, on sait, il n'y a pas de chômage chez les jeunes, etc. Mais quand vous êtes à Madrid, par exemple, ça change un petit peu. Puis quand vous êtes en France, dans une école où il y a 40% des gens qui n'ont même pas le bac, puis qu'il y a 100% d'emplois et des emplois valorisants à la sortie, bah, c'est quand même une réussite qui est importante. Et puis, on le fait parce qu'en fait, dès le début du cursus, il y a d'abord une année de préparation, puis il y a un stage de 4 à 6 mois qui font que les gens, ils trouvent souvent, 50% d'entre eux vont trouver l'emploi suite à leur stage. Alors, ils vont continuer la formation ou pas, mais très souvent, ils ont trouvé leur job avant même de finir la formation. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Quelques autres chiffres, alors les startups, j'en ai parlé, il y a actuellement 10 000 diplômés, il y en a 5 000 encore en formation, donc d'ici 2023, on va arriver à 15 000. Et puis la formation, la durée, bah, ça dépend. Ça dépend en fait de votre capacité. Vous allez à votre rythme. Donc, des gens qui ont une forte compétence, qui se concentrent là-dessus, peuvent le faire en 2 ans. Des gens qui ont plus de peine, qui n'ont jamais codé, qui en plus ont pris un job suite à un stage en parallèle, donc ils font du part-time à la fin, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Ça va dépendre un petit peu de ces éléments. Si on regarde la big picture du monde des écoles, préparation en informatique, en fait, c'est intéressant parce qu'on a soit les écoles, on va dire, publiques, hein, Uni, EPF, HES, en mode bachelor ou master avec des formations de 3 à 5 ans, ainsi que le CFC, qui est encore un cas particulier où on est entre 3 et 4 ans, selon vous faites la Mathieu ou pas. Là, on est dans les formations publiques de longue durée. Et puis, dès qu'on va dans le privé, bah, en fait, on est dans des formations d'assez courte durée qui vont, je dirais, de quelques jours pour les cours assez simples à 12, voire peut-être un peu plus de mois pour les brevets, les diplômes fédéraux, les CAS, etc., qui sont assez classiques. Puis après, il y a les formes de formation. Et on parle beaucoup des formations en mode e-learning, des MOOC et compagnie aujourd'hui. Bah, nous, on n'est pas une formation en ligne, on est une formation présentielle. On travaille beaucoup sur les soft skills. Et il faut que les gens s'asseyent dans une salle, bossent ensemble, aillent boire un verre ensemble et puis puissent travailler à développer aussi ces éléments-là. Donc voilà, donc on a une situation qui est un petit peu particulière. Et en plus, on est gratuit, alors que la plupart des formations privées sont payantes et des fois quand même une somme assez importante. On a envie vraiment que tout le monde ait la chance de trouver du job dans le numérique s'il a les compétences et la motivation de le faire. C'est quand même les deux éléments importants dans ce contexte-là. Alors, je reviens juste sur le processus de sélection. Si vous avez regardé un petit peu ce que c'est l'école 42, puis peut-être dans les questions, on pourra parler avec Jérémy ou avec Johan. Il y a vraiment un moment très très fort, c'est le moment de la sélection. Alors, il y a le moment très seul où vous êtes devant votre écran et vous faites un test de 2 heures et vous ne savez pas si vous faites juste, si vous avancez, si vous avez été assez vite, etc. Puis tout d'un coup, vous recevez un mail qui vous dit soit c'est super, tu as réussi le test, ou en disant à l'inverse, bah, écoute, désolé, mais peut-être que l'école n'est pas pour toi, il y a plein d'autres trucs, etc. Donc il y a ce moment-là. Et puis il y a l'épreuve de la piscine, qui est vraiment une épreuve fondatrice. C'est 4 semaines, jour et nuit, week-end compris. Moi, j'ai fait une semaine avant le confinement au mois de mars. Je me suis dit, ah ouais, je comprends mieux le côté énergétique. Ça filtre d'abord en termes de motivation, en termes d'endurance, de résistance. À la fin, on veut des gens qui sont capables de travailler en mode projet. Hein. Je veux dire, c'est notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est de pouvoir bosser 12-18 heures s'il y a un gros truc et on doit y aller. Pas tous les jours, bien évidemment. Et puis, bah, l'élément qui est aussi important, c'est qu'on crée un groupe. C'est-à-dire qu'il y a un côté de team building qui est très très fort. C'est un bootcamp intensif qui crée des liens et qui fait que ce groupe va justement pouvoir faire ce peer-to-peer learning parce que
les habitudes, les liens seront faits. Il y a plein de choses dans cette phase de piscine qui permettent d'avancer à ce niveau-là. Et moi, j'entends beaucoup de témoignages de gens qui n'ont pas réussi la piscine. Ça veut dire qu'on fait les 4 semaines, qui n'ont pas été sélectionnés. On va garder 30% des gens à la fin. Donc, sur le total, en fait, des candidats qui ont essayé de passer, il y a 5 à 10% qui vont être sélectionnés. Donc, il y a quand même une phase de sélection très, très sévère. Même ceux qui ont loupé, ils disent mais j'ai vécu un mois, c'est génial, j'en ai quelqu'un qui me dit j'ai fait plus d'informatique en un mois que pendant mes 3 ans de DUT. Voilà, je dis ah, quand même, hein, ça rigole pas. Donc vraiment une expérience à ce niveau-là. Alors les prérequis, je reviens juste sur les prérequis. Il n'y en a pas, à part avoir 18 ans. D'accord? Donc n'importe qui, 18 ans le jour de la piscine. C'est le choix qu'on a fait dans ce contexte-là. Donc vraiment, n'importe qui, homme, femme, c'est égal, vous pouvez vous inscrire et tenter votre chance. Attention, il faut s'inscrire sur le site de 42 Lausanne qui n'est pas encore ouvert, il va s'ouvrir mi-février parce que les tests sont plus ou moins les mêmes, mais il faut suivre le cursus vraiment dans le campus. On peut changer, mais après le premier cycle de formation. Et puis après, il y a vraiment le test qu'on va faire pour voir si on a de la mémoire, si on a de la logique, une logique un peu particulière. Et puis, dans la phase de sélection importante, c'est la piscine, où là, bien évidemment, il y a ce qu'on sera capable de livrer, il y a comment on aura collaboré avec les autres. Et ça, c'est des éléments en fait qui vont être mesurés par le système, parce que tout ça est construit sur un grand système qui va arriver à ce niveau-là. Alors, les qualités attendues, je dirais, c'est de la motivation, de la résistance, de l'envie de trouver un job dans ce domaine-là. Quand on a ça, puis qu'on n'est pas trop bête, je veux dire qu'on a un peu de logique, qu'on a un peu de mémoire, je veux dire fondamentalement, voilà. Après, il y a des gens qui ont de la facilité dans l'informatique, puis d'autres pas. Ça, c'est pas une qualité, c'est une expérience qu'on peut savoir quand on fait la piscine. Et puis, effectivement, les qualités sociales, la capacité d'apprendre, la capacité d'échanger, la capacité, comment est-ce que je dirais ça, de se poser des questions, d'échouer, de se relever, de refaire, d'échouer encore une fois, de se dire c'est pas grave, puis la troisième fois je réussis. Hein, ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une expérience que je trouve intéressante dans la piscine, c'est que on commence le lundi, il y a des gens qui n'ont jamais codé, la plupart d'entre eux n'ont jamais codé. Le vendredi, il y a un examen dans le langage C. Je dis mais attendez, comment ils peuvent faire un examen? On me dit ils peuvent pas, il y a 80% qui échouent. Quand je dis qu'ils échouent, il y en a, ils ont 0, hein, ils n'ont même pas réussi à planter une brique. Je dis, mais ça sert à quoi? On me dit, ceux qui supportent pas l'échec, en général, ils disparaissent le samedi. C'est réglé. Oui, c'est assez clair pour expliquer les choses. Donc, voilà, donc effectivement, c'est des éléments importants. Je reviens en 2 mots sur le peer-to-peer learning. Alors d'abord, on est sur une formation qui est orientée projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas un prof qui va vous expliquer comment ça se passait avant. C'est à vous de construire demain. On vous donne des challenges. Il y a une équipe pédagogique qui construit ce jeu. Chacun des campus peut proposer des nouveaux challenges, des nouveaux projets, des nouveaux éléments qui sont validés par ces équipes pédagogiques. Et puis, on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'on s'aide. Ça, j'ai trouvé génial. Je rentre dans une piscine, il y a 300 personnes dans une salle. Déjà, d'abord, il n'y a pas un bruit. On était à Paris, en France. Hein. Il n'y a personne qui parle. Ça, c'était quand même génial. Et puis, on est en concurrence. Il y en a 100 qui vont être sélectionnés. Je m'asseye devant mon poste. Alors, pour les parents, les bébés nageurs, vous savez, vous lancez un bébé dans la piscine pour regarder s'il survit. C'est à peu près ça. Il y a 0 explication. Donc, je regarde mes voisins, je dis, bon, ils ont l'air de bosser, donc je vais essayer de faire semblant. Puis, d'un coup, il y a la fille qui était en face de moi à droite qui me dit, t'es nouveau, toi, hein? Je dis, ouais. Elle avait déjà fait la piscine une fois, elle l'avait loupé. Puis, elle me dit, attends, je te montre. Puis, elle est venue vers moi, elle me montre, etc. Puis, c'était comme ça tout le long. C'est-à-dire qu'il y avait sans arrêt des gens, alors il y a des rituels, des choses qui sont créées pour faire ça, qui viennent, qui vous aident, vous posez une question, ils vous aident. On est en concurrence? Non, en fait, on n'est pas du tout en concurrence. On est là pour donner le meilleur de soi-même, pour s'entraider, ça fait partie du jeu. Et puis à la fin, il y a une sélection qui va se faire, puis c'est comme ça, puis c'est pas la mort non plus. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important. Et quand on parle d'intelligence collective, quand on parle d'agilité, etc., on l'apprend par la réalité, par l'expérience, et pas forcément par d'autres éléments. L'infrastructure, alors je vais revenir en arrière sur mon slide. L'infrastructure, c'est ce que vous voyez sur la photo, c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est des lignées d'iMac collées les uns contre les autres. Là, on est à Paris, ils sont en quinconce, parce que ça permet d'être face à face avec 2 étudiants. J'en ai 2 à côté, j'en ai 2 là. Si je me retourne, j'en ai encore derrière. Et en fait, j'ai un groupe de 7 étudiants à peu près qui sont vraiment à
c'est horrible de dire, à 1 mètre de moi, on ne respecte pas les distances. Alors, depuis cette année, on a mis un poste sur 2 pour respecter les normes sanitaires, mais on espère que l'année prochaine, ça marchera de nouveau comme avant. Parce que voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on bosse, c'est comme ça qu'on échange. Et puis, on peut travailler. Donc, il y a du super matos parce qu'il faut qu'on puisse bosser, qu'on ait un grand écran, que ça débite, etc., une bonne connexion Internet. Et puis, il y a aussi des salles où il n'y a pas que des ordinateurs, où on peut aller se poser, respirer, jouer. Enfin, voilà. Donc, il y a un peu cet équilibre dans cet élément-là. Je vous parlerai après du bâtiment, où est-ce qu'on va se situer à Lausanne. Et puis, tout ça, c'est possible grâce au logiciel, ce qu'on appelle l'intranet. 42, en fait, c'est ce qui va nous accompagner tout le long de notre parcours, qui va nous montrer qu'est-ce qu'on a appris comme compétences, qui va nous permettre d'avancer. Là, vous le voyez, en fait, sous une forme assez simple, où en fait, il y a 7 niveaux qui vont nous permettre de faire un certain nombre d'exercices, un certain nombre d'expériences. Puis, dès qu'on a réussi à faire tout le premier niveau, on peut passer au deuxième, au troisième, etc. Dans ce contexte-là. Puis cet intranet, il nous suit. Donc, ce qui est allumé ici en bleu clair, c'est ce que j'ai déjà fait. Puis après, il y a tout le domaine du possible. Vous voyez la couronne extérieure, vous voyez pas tout, mais une partie. C'est toutes les options, tous les modules qui vont exister à partir du moment où j'ai atteint ce cercle extérieur. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, bien évidemment qu'on va apprendre de la théorie, on va faire des maths, etc. Mais on va faire des maths parce qu'on a un exercice, un projet à faire avec des maths. Puis là, je vais apprendre les vecteurs, puis je vais les appliquer, puis je vais comprendre ce que je fais. On va faire de la stat parce que peut-être il y a du calcul de stats à faire à ce moment-là. On va faire de l'anglais parce que la doc technique, elle est en anglais, etc. Mais il n'y a pas un prof d'anglais, il n'y a pas un prof de stats. Alors pour ceux qui ont fait un master, les stats, il n'y a pas. Je dis tout de suite, ça, ils détestent en général les étudiants, en tout cas en informatique. Donc voilà, donc il y a ce côté-là. Puis après, une fois que j'ai fait un projet, il y a une revue par les pairs. Ça, c'est un élément qui est important, notamment en vue de la question qui y avait là. Mais comment on contrôle la qualité s'il n'y a pas de prof? D'abord, le prof, il fait faire ça par ses assistants. À l'université, à l'EPFL, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est bien. Et nous, les assistants, c'est les étudiants. Donc, il y a toujours un peer review par 2, 3 ou 5 pairs. Donc, on doit défendre notre projet, on doit expliquer ce qu'on a fait, on doit montrer, on doit démontrer les éléments. Lorsque c'est possible, on a un petit programme qui s'appelle la moulinette qui va faire en fait un grand test unitaire pour voir si notre programme fonctionne comme c'est demandé qu'il fonctionne, mais pour voir aussi si la norme de développement est respectée, si le truc est documenté, enfin, donc très très exigeant dans ce contexte-là. Et puis, surtout, il y a des examens aussi à la fin de certaines étapes qui permettent de valider que l'étudiant est capable de s'en sortir tout seul. On a aussi d'autres cas de figure, mais je vous ai présenté les éléments. Et puis, les notes, c'est un pourcentage de réussite. Et ce qui est impressionnant, c'est que des fois, il faut avoir 100% pour réussir. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est que quand on loupe un module, on le refait. Puis si on loupe 2 fois, on le refait. Jusqu'à ce qu'on ait compris. Et pas, tant pis, je passe à la matière d'après, parce qu'il faut quand même qu'on suive avec le groupe de la classe, chacun va à son rythme. Et certains vont avancer très vite pendant 3-4 modules, ou exercices, etc. Puis le cinquième, ils vont être bloqués, alors qu'il y en a un qui va bloquer au deuxième, puis le cinquième, il s'arrivera très bien, parce que chacun a des compétences différentes. Et puis ça, c'est intéressant. Puis en plus, le fait qu'on n'avance pas au même rythme, ça force aussi les étudiants à échanger avec d'autres étudiants. Tout d'un coup, j'ai un groupe, puis tout d'un coup, le groupe change de rythme, et puis ensuite, ça bascule un petit peu de manière différente. Alors, plein de langages, plein de techniques informatiques, etc. Il y a des modules aussi sur le big data, sur la cybersécurité, un peu de gestion de projet, etc. Donc voilà, on va parler d'infrastructure aussi, on va parler de réseau. Donc vraiment, on forme des développeurs informatiques, mais qui dit développeur informatique, c'est aussi d'être dans un environnement informatisé qui permet de faire ces différents éléments-là pour former à la fin des professionnels du numérique. À la fin de la formation, quand on est au 21e niveau, qu'on a fait tout le cursus, en fait, on va être architecte du numérique, ce qui montre bien qu'on a une capacité de construire un système dans ce contexte-là. Et puis, il y a une partie stage. Donc, on est sur une formation professionnalisante. Le but, c'est que les gens soient opérationnels en sortant. Et puis même, il y a à peu près une année, 8-10 mois, en fait, un tronc commun qui est fait avec toutes le même module pour les différents élèves. Quand on arrive au niveau 8, c'est ces 7 premiers niveaux, quand on arrive au niveau 8, on part en stage. Ou on peut partir en stage, on peut le faire un peu plus tard, ça dépend aussi des disponibilités des entreprises. Et là, c'est un stage de 4 à 6 mois où le seul objectif, c'est de rejoindre une équipe et de bosser pour les aider. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de créer une expérience. Et là, je disais, c'est 50% des étudiants qui vont être engagés par l'entreprise dans lesquelles ils font le stage. Une partie vont même plus revenir à l'école en disant mais moi je voulais un boulot, j'ai un boulot, je suis content, ça me suffit. À ce moment-là,
ils disent qu'ils arrêtent et ils ont une situation d'alumni avec un certificat que leur dit tu t'es arrêté à tel niveau. Et d'autres vont continuer en gérant un petit peu leur emploi du temps. C'est possible aussi de faire un stage en temps partiel encore après, puis après il y a le stage final qui est un peu plus important dans ce contexte-là. Donc ce qui est important, c'est que nous, pour l'économie, au bout de 12 mois, on a des étudiants qui sont opérationnels comme stagiaires d'abord, mais ensuite comme employés après 4 à 6 mois de stage dans ce contexte-là. Comment fonctionnera le cursus? Alors, je crois que j'ai pas mal répondu à cet élément-là. Sera-t-il possible d'effectuer un stage une fois le premier cercle validé? Oui. D'ailleurs, si vous êtes dans les entreprises, on cherche 150 à 200 places de stage pour avril-mai 2022, si jamais. Faites-moi signe. Et puis, le diplôme, il y a le diplôme vraiment de l'école qui vient à la fin. J'ai fait les 21 niveaux, donc il y a 21 niveaux pour atteindre vraiment l'ensemble du cursus. Là, j'ai le diplôme complet de l'école, et puis sinon, j'ai un certificat qui montre que j'ai fait tel module et tel niveau dans l'école. Ce que j'ai pas dit peut-être, c'est qu'une fois qu'on a le tronc commun où tous les étudiants de tous les 42 dans le monde font la même formation, d'abord, ils partent en stage, ensuite, ils peuvent changer de campus, et puis surtout, après, ils peuvent choisir des modules de spécialisation. Certains vont aller sur le web, d'autres sur la data science ou la cybersécurité, ou les trois ensemble, parce que c'est quelqu'un qui a envie de faire plusieurs modules, puis de toucher un peu à tous les domaines dans ce contexte-là. Ce qui est aussi super important pour nous, c'est la diversité. Alors, je vous ai expliqué un peu les types de profils. Dans ce contexte-là, on veut des profils différents. Je ne suis pas là pour piquer les étudiants à la HESSO et à l'EPFL, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rajouter du monde en plus sur le marché. Le but, c'est de permettre à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder à ces formations de trouver une voie qui est celle de 42 si elle leur convient. On a en général 2 tiers des étudiants qui ont 18, 25, 26 ans. C'est l'âge où je peux prendre 2-3 ans de ma vie pour faire des études. D'accord? Ça, c'est évident, sans me poser plus de questions. Mais on a aussi un tiers qui est plus vieux. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui changent. Et d'ailleurs, dans certaines questions que je vois aussi dans Speak Up, comment je peux faire si j'ai un job, si j'ai une charge de famille, etc. Donc ça, je vais y revenir, mais effectivement, c'est un challenge. On a des gens qui ont plus de 50 ans qui sont dans nos écoles. Et il y a des programmes aussi en lien avec les offices de placement, les chômeurs de longue durée, etc. En France, en Suisse, je suis en discussion avec certains offices pour trouver des solutions, parce qu'on peut effectivement proposer des alternatives assez sympas dans ce contexte-là. Ce qui est super important aussi pour nous, c'est la parité. On a un objectif d'avoir la parité, c'est-à-dire à peu près 50% de femmes et d'hommes. Alors, ça peut être 45, 55 de l'un ou de l'autre, c'est pas important. C'est un vrai challenge dans notre métier. Je veux dire, pour ceux qui ont fait de l'informatique, quand vous avez une fille à côté de vous, en général, c'est une business analyst déjà. Voilà, donc c'est un challenge. Et là, on a Helsinki avec Hive et Amsterdam, Amsterdam qui ont presque atteint la parité, 40%, 45%. Jérémy me disait qu'hier, Evan était arrivé à 50%. Notre objectif à nous, c'est d'avoir 30% dès la rentrée. Donc, il y a vraiment un message à faire passer. Quand on fait nos tests, les filles et les hommes sont exactement ont les mêmes résultats. À la piscine, ils ont les mêmes résultats. Ils ne sont pas plus ou moins bons. Il n'y a pas de différence. Voire les filles ont tendance à être un poil meilleures. Enfin, c'est léger. Mais c'est choses où j'ai envie, où ça m'intéresse, où j'ai des a priori sur ce métier. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a plus de femmes proportionnellement dans les personnes de plus de 26 ans. Parce que passé un certain moment, quand j'ai envie de changer de job, cet a priori que j'ai eu à un moment donné quand j'avais 15-18 ans, qu'il fallait choisir un job, que l'informatique, ce n'était pas fait pour moi, voilà, c'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'une partie de l'expérience fait qu'on voit qu'en fait, voilà, c'est aussi accessible à tout le monde. Et puis, bien évidemment, on est ouvert à toute origine sociale, culturelle, religieuse, linguistique. La formation se fait en anglais et en français à Lausanne. Elle existe en italien, en espagnol, etc. Mais sur Lausanne, on va se concentrer sur ces 2 langues. Et puis, pour l'allemand, il faudra aller à Zurich dans ce contexte-là. Je parlais des lieux. Alors, les lieux, on sera à Renan. Bon, à la rue de Lausanne, ça sauve le truc quand même, parce que 42 Lausanne. Non, en fait, on a trouvé un super espace à Renan pour ceux qui connaissent peut-être les anciennes imprimeries réunies de Lausanne à Renan-Croisé. Aujourd'hui, il y a 9 000, 10 000 mètres carrés dans ces anciennes imprimeries qui s'appellent les ateliers de Renan, notamment une fondation qui s'appelle Inartis, qui a un espace qui s'appelle Université, avec du coworking space, le Mass Challenge, des bureaux pour des startups. Là, ils ont 3000 mètres carrés et puis ils récupèrent le bâtiment. Alors, si vous passez, c'est ce bâtiment
ici, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris où il y a la grande flèche. C'est un grand bâtiment qui est au bord de la route. Ce sont les anciens ateliers Mayer et Souter. C'est 6000 mètres carrés qui sont en train d'être aménagés à l'heure où je vous parle pour accueillir l'école 42, mais aussi, je vous rassure, des startups, de nombreuses startups. Nous, on a à peu près 700 mètres carrés dans cet espace-là pour accueillir nos étudiants, mais il y a plein d'espaces communs aussi qui vont être mis à disposition. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est aussi un moment où, je veux dire, on est entre la gare de Lausanne et la gare d'Ornans. Il y a des bus. Jérémy fait le voyage régulièrement. C'est 15 minutes depuis la gare de Lausanne. Et puis, il y aura le tram de l'Ouest lausannois qui va arriver maintenant que le projet peut démarrer. Tout ça grâce à des mécènes. Et ça, c'est un élément qui est important, c'est que l'école peut exister, ce projet a pu se faire parce qu'on a des mécènes importants qui nous soutiennent et des mécènes moins importants en termes de poids, mais importants pour nous en termes d'investissement. Aujourd'hui, on a déjà annoncé, alors vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, Swisscom, OpenWeb Technologies, Romande Énergie, le centre patronal et la fondation Hassler qui nous soutiennent. Je peux vous le dire, la semaine prochaine, on annonce Coca et Infomaniac. Donc ça, c'est des noms aussi sympas. Parce que vraiment, là, on a deux grands acteurs du numérique en Suisse romande qui sont vraiment des gens importants. Et puis, on annoncera des banques, enfin une banque, une assurance. Donc aussi des entreprises qui ont besoin de ressources. Dans ce contexte-là, on a la CVCI qui nous soutient. On est en train de discuter avec plusieurs acteurs. Notre idée, c'est de dire on a envie d'avoir un groupe qui représente l'économie parce qu'on veut s'adapter aux besoins de l'économie. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir des gens qui nous financent et qui nous disent oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Et nous, on a cette agilité-là. Alors, on n'a pas un diplôme reconnu par l'État, mais du coup, on peut changer, on peut s'adapter, on peut proposer des solutions pour autant qu'elles répondent aux critères de qualité pédagogique du 42 Network, mais ça permet de fournir des solutions. Et puis, les mécènes, eux, ont un accès privilégié, bien évidemment, aux étudiants. Alors, les étudiants sont libres d'aller faire leur stage chez qui ils veulent et d'aller bosser chez qui ils veulent. N'importe quelle entreprise peut proposer une place de stage, donc il n'y a pas de... Mais bien évidemment que quand vous êtes en relation avec des gens de Swisscom, avec des gens de Coca ou avec des gens de Romande Énergie, dans des échanges au sein de l'école, vous créez des liens qui facilitent les éléments. Alors, si l'une de vos entreprises cherche du monde et a des problèmes de recrutement, dites-lui de m'appeler. On a toujours des solutions. Et il n'y a pas besoin d'avoir l'assise financière d'un Swisscom. On a des petites entreprises aussi qui nous soutiennent avec leurs moyens. Et il y a plein de possibilités dans ce contexte-là. Le budget, je ne l'ai pas marqué, enfin, vous avez le chiffre, 7 millions pour 5 ans. On va former 500 étudiants en parallèle, 200 par volet, et on a un budget d'1,3 million par année à peu près. Ça nous ramène à 3 000 francs par étudiant par année. À la HESSO, pour vous donner une idée, c'est un budget de 20 000 francs par étudiant par année en informatique. On n'a pas de prof. Voilà, il n'y a pas de miracle. Une bonne partie d'un budget d'un étudiant, c'est l'enseignant. Et là, le système, en fait, il y a une équipe pédagogique qui bosse pour l'ensemble du réseau. Et puis, chaque campus va développer des nouveaux modules et amener quelque chose de vivant dans ce contexte-là. Donc ça, c'est un élément qui est important. Puis, comme j'ai dit, nous, on cherche tout type de partenaires, mais surtout des partenaires qui s'investissent pendant 5 ans. Il faut construire une relation de confiance, il faut construire une relation de confiance avec les étudiants. Donc, tous les partenaires que vous avez vus là, en fait, s'engagent à verser une somme chaque année pendant 5 ans. Notre objectif, c'est qu'ils continuent après, bien évidemment, parce que voilà, ça prend du temps aussi de former des gens, de les former bien. Et puis, à la fin, il faut s'adapter et ça nous permet d'avoir aussi des retours sur l'expérience dans ce contexte-là. Un élément en quelques mots, le planning. Alors, on a démarré en janvier l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, elle était un peu compliquée pour tout le monde, je crois. On est très content d'avoir aujourd'hui déjà réuni 3,5 millions sur les 7 dont on a besoin, avec toutes les incertitudes économiques qu'on a connues et qu'on connaît encore dans ce contexte-là. C'est quand même un vrai challenge. On est passé en mode opérationnel depuis le mois de décembre avec Jérémy en étant salarié et en démarrant la phase de construction vraiment du campus. Et le campus va être opérationnel à fin juin pour la rentrée, les piscines, en fait, plutôt les piscines qui sont en juillet, août et septembre. Donc 3 piscines, juillet, août et septembre,
pour une rentrée avec les gens qui ont été finalement sélectionnés au mois d'octobre, où il y a 2 dates. Ça permet à ceux qui ont fait notamment la piscine de septembre de respirer un petit peu dans ce contexte-là. Aujourd'hui, c'est notre première soirée d'information. Alors, on a prévu de les faire à partir de début février, mais c'était l'occasion de la proposition de l'IIBA de faire cette premier format Zoom pour l'instant, bien évidemment. On a les tests en ligne qui seront opérationnels à partir du 15 février, mais on peut les faire n'importe quand. Bien évidemment, et puis on peut les faire tranquille chez soi. Alors par contre, j'insiste, il faut prendre 2 heures et être concentré, c'est quand même un moment important pour ceux qui veulent vraiment tenter leur chance. Et après, il y aura la rencontre, alors on l'espère physique, avec des check-in. On va se rencontrer, on va échanger. Peut-être qu'on le fera de manière virtuelle en fonction de la situation sanitaire à ce niveau-là. Et puis juste avant les piscines, ID check. Par contre, les piscines se font présentielles. Donc soit on arrive un peu comme cet été, en fait, ça marche avec les masques, etc. En Suisse, on aurait pu le faire. Soit on a une situation qui s'est aggravée, je l'espère pas. Et puis à ce moment-là, on mettra une place sur 2, comme l'ont fait certains campus dans ce contexte. Ça, vous voyez un petit peu les éléments. J'avais une question là-dessus. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la mise en place de l'école 42? Alors, je ne vous parle pas du Covid, parce que je pense qu'on comprend tous ce qui se met en place. Il y a expliqué à des entreprises pourquoi on a besoin d'elles pour financer une école. C'est pas simple, c'est pas habituel en tout cas dans ce contexte-là. On a un discours assez clair et assez cash, hein, et ça marche assez bien dans ce contexte-là. Après, le fait que c'est pas habituel, même avec Swisscom, qui est une grosse boîte, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut financer, sur quel budget on va prendre ça. Donc c'est ce genre de difficulté qui était assez pragmatique. Et puis maintenant, on est dans une phase opérationnelle où la difficulté, c'est de gérer des délais. Il y a un bâtiment qui est en rénovation qui devait être prêt le 1er janvier et qui sera prêt le 1er mars. Et encore. Donc on avait pris un peu de marge. On avait annoncé juin, la première piscine, ça va être juillet. Mais voilà, donc il y a les challenges habituels. Dans une situation aussi où commander du matériel, heureusement, on n'a pas besoin de webcam, mais pareil qu'ils ont du stock maintenant. Mais voilà, ça reste un petit peu compliqué dans ce contexte-là. On a un partenaire qui est MediaMarkt, qui nous soutient aussi financièrement et qui me dit de lundi, on ferme les magasins. Donc moi, tu peux toujours m'appeler, mais voilà, le magasin, il est fermé, quoi. Donc, c'est des choses qu'on vit et qu'on vit tous, hein, fondamentalement. Et puis donc on a un petit mois de retard par rapport à la planification initiale, ce qui dans la situation actuelle est plutôt une bonne nouvelle. J'avais pour une fois pris un peu de marge en me disant peut-être que on pourra ouvrir avant, mais non. Donc voilà un petit peu les éléments. J'ai fini ma présentation, il y avait quelques questions. Je vais juste les passer en revue, puis après ce que je vous propose, c'est plutôt d'échanger la parole avec vous pour changer un peu de dynamique. Et puis on verra aussi s'il y a d'autres questions. Claude n'hésitera pas à intervenir là-dessus. Je prends juste ces 5 questions qui avaient été posées d'ici, je crois que c'était hier soir. Quels objectifs avez-vous fixés à l'école 42 pour considérer que le projet sera un succès ou non? Alors, je dirais, il y a 2 morceaux. Il y a le projet d'ouverture de l'école, et le succès, c'est de l'ouvrir. Mais je ne pense pas que c'est le sens de la question. Et le vrai objectif dans la vie de l'école, c'est le taux d'emploi. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Si on a 100% des gens qui ont fait cette école et qui ont un emploi à la sortie, ce qui est notre objectif, ce qui est le cas dans les campus, c'est l'objectif. C'est-à-dire que pour les gens qui ont une chance et qui ont trouvé un job dans le numérique, et pour les entreprises qui ont besoin de compétences et qui ont trouvé les bonnes compétences. Et ça, on va le savoir assez vite, dès qu'on aura les stages, dès qu'on verra le taux de conversion des stages. Et puis après, ça veut dire que nos partenaires financiers vont continuer parce qu'on leur amène quelque chose. Donc vraiment, la notion de valeur, là, elle va être assez claire, etc. Et puis l'autre, mais qui est gagné d'avance, c'est d'arriver le dimanche à 7 heures le soir, puis d'avoir plein d'étudiants qui sont là parce qu'ils ont juste du fun à être dans cet endroit-là, puis que ça leur fait plaisir, puis qu'ils ne sont pas chez les parents, puis que les bistrots sont fermés, puis c'est chiant, puis ils sont là. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça veut dire qu'on a créé un lieu où il fait bon vivre, où les étudiants, l'équipe, le staff ont envie d'être ensemble, ont envie de travailler. Et ça, je pense que c'est vraiment les conditions cadres. Alors, le programme de formation, c'est simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'horaire, prenez vos vacances quand vous voulez. Si lundi, il y a de la neige et du soleil, vous regardez dehors, vous allez skier. Et puis s'il pleut, il fait dégueu, quand vous vous levez à midi, vous venez bosser à l'école. Donc voilà, c'est assez simple. Et en même temps, c'est génial parce que ça crée beaucoup de liberté. Alors après, il faut un peu se discipliner. C'est clair que si un étudiant ne vient pas pendant 3 mois, il va quand même avoir un peu des challenges et puis il a des délais à respecter aussi.
Et à l'inverse, quand il faut bosser le week-end, il faut bosser le week-end. Je veux dire, quand on fait un 48 heures rush le week-end, ben go, hein, c'est pas c'est le moment de bosser dans ce contexte-là. Donc vraiment, c'est ça. Et puis après, bah, le cursus, bah, bien évidemment que dans le tronc commun, bah, il y a une certaine étape, il y a des éléments à faire. Puis après, c'est très ouvert dans la deuxième partie, troisième partie, donc chacun va faire cet élément-là. Alors, il y a une question que j'ai adorée. Mais qu'est-ce que j'ai été foutre dans ce bateau? J'ai l'impression d'entendre ma femme en disant, mais ça va? Tu as un monstre salaire, tu es directeur des systèmes d'information à la HESSO et tu vas créer un truc comme ça. Et, ouais, et ça, c'était avant le Covid hein, qu'elle me disait ça. Ouais. Et en fait, c'est mon problème. Je fais jamais 3 ans à un même poste et puis j'ai besoin d'air, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de trucs. Donc voilà. Et effectivement, il faut savoir que ça fait 17 ans que je forme dans le cadre du brevet du diplôme fédéral d'informaticien, que j'adore former les gens qui sont en emploi, etc. Et j'ai découvert 42, je suis tombé amoureux. Hein, c'était il y a 2-3 ans, il y a 3 ans. Et puis il y a une année, je me suis réveillé en me disant, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tu vas l'ouvrir tout seul cette école. Et puis on l'a construit, on a réuni des gens autour. Derrière, j'ai un comité avec des gens formidables qui sont des gens de l'économie, vers qui j'ai été en disant ouais, j'ai une idée, c'est peut-être un peu con, mais je t'explique. Et puis au bout de 5 minutes, ils me disent ah, mais je suis partant, etc. Puis ils font un boulot énorme de bénévoles pour construire cette école. Puis maintenant, bah, j'ai une équipe avec Jérémy en l'occurrence et d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Donc voilà, une superbe aventure d'entrepreneur parce qu'on prend des risques dans ce contexte-là. Une question un peu plus particulière, est-ce qu'il sera envisageable de faire une alternance comme il est proposé sur le cursus de Paris? Alors, c'est quelque chose qui est arrivé par la suite hein, à Paris. Il a fallu déjà ouvrir l'école, etc. Donc, on verra un petit peu les méthodes, si on peut faire évoluer le modèle par rapport à des logiques d'alternance. Moi, j'ai envie de dire au début, pas forcément. Maintenant, il y a des questions qui sont proches. D'ailleurs, je ne les ai pas pris encore parce que je les ai vues plus tard. Est-ce que je peux faire du part-time, etc. Alors, on a une réponse qui est très claire. Si vous n'avez jamais fait de développement, la première année, il faut vraiment vous focaliser. Je veux dire, avoir un job au McDo à 30% pour gagner un peu d'argent, c'est pas un problème. Mais en termes de mindset, si vous avez un vrai job à 50 ou 60% même derrière, c'est quand même dur de faire les deux. Donc, c'est un vrai challenge. Par contre, passer ce tronc commun, voilà, une fois que, alors il y a le stage bien évidemment, mais là on a beaucoup d'étudiants qui ont un job, soit parce qu'ils ont gardé leur job après le stage, soit parce que bah, ils ont trouvé un petit job, etc. Ils créent leur boîte, certains, etc. Donc là c'est un peu plus souple et le modèle est souple. Vous pouvez venir bosser le week-end, hein, c'est pas au cours. Voilà. Après, il faut supporter la pression. Si vous faites 40 heures de boulot la semaine puis 40 heures le week-end, bah, j'espère que vous n'avez pas de famille parce que sinon ça va être dur. Donc, mais c'est possible. Et puis, par exemple, si on a une charge de famille, bah, l'avantage, c'est que c'est super souple. C'est-à-dire, je peux m'arranger par rapport aux horaires de la garderie, je peux bosser plutôt le soir quand ma femme ou mon mari sont là, et puis, etc. Ou quand ma mère peut prendre les enfants, ou mon père peut aller les garder. Voilà, donc je peux aussi m'arranger parce que c'est ultra souple dans ce contexte-là. Donc pour l'instant, vraiment alternance au sens qu'on l'entend, c'est pas encore prévu, mais on verra. C'est des choses qui peuvent aussi évoluer. Et puis alors, qui sont les intervenants? Ça, j'ai adoré. Hein. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit ah, j'adore la pédagogie 42, je suis prof, j'aimerais venir donner un cours. J'ai dit t'as pas compris, il n'y a pas de prof. C'est dur hein, de dire ça à quelqu'un qui croyait avoir compris. Donc en fait, on n'a pas d'intervenants au sens qu'on n'a pas d'enseignants. Maintenant, on a une équipe. On a une équipe de coachs qui sont là pour créer des conditions de motivation, pour laisser pleurer les étudiants sur leur épaule quand il faut, pour faire le chien de garde aussi quand il faut. Hein. C'est une équipe, ça va être un petit peu la fête hein, aussi dans ce contexte-là. Et puis surtout, on va faire intervenir aussi, il y aura beaucoup d'événements. On essaye d'avoir 2 événements par semaine, une fois que les Palestiniens seront passés, avec des conférences, des intervenants, des workshops, des labos, des hackathons, etc. Puis là-dessus, bah, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir des intervenants qui viennent partager leur expérience. Parce que ça, c'est l'élément qui est quand même qui a de la valeur ajoutée. Puis ça sera sous forme de workshops, de conférences, mais en fonction des opportunités, des besoins dans ce contexte. Voilà, je crois que j'arrivais au bout. J'ai encore 2-3 slides d'annexe si jamais. Et j'ai trop parlé, mais ça c'est mon habitude. Donc, je te repasse la parole, Claude, peut-être pour suivre au niveau des questions. Alors, excellent. On a quelques questions dans le conversé et puis aussi également sur SpeakUp, mais je vous propose de poser vos questions oralement pour qu'on interagisse oralement. C'est peut-être mieux si, voilà, ce sera plus clair. Qui a envie d'intervenir? Je vous ai posé la question dans le chat. Qui voudrait poser sa question directement? Vous pouvez activer votre micro normalement. Je vous ai donné les droits.
Alors, en attendant, je vais reprendre un peu Ah, les il questions y a Kaiser, Oui, j'ai Guillaume? relevé la main. Oui, tout à fait. C'était pour poser une question, en fait, par rapport à... il y a le test, du coup, le 15 février, comme j'ai compris, donc dans un mois. À Euh, partir du 15 février, oui. ah, d'accord, donc c'est pas sur une seule journée, en fait. Non, non, en fait, c'est en ligne, vous créez un compte, on vous Ok, demande vos coordonnées et vous faites le test quand vous avez envie. d'accord, ok. Et est-ce que si on a la chance de réussir le test, est-ce qu'on on est obligé, entre guillemets, de commencer en 2021 ou est-ce qu'on peut décaler à 2022 ou 2023? Enfin, Non, alors en fait, il faut bien être conscient que le test en ligne, du coup, par contre, il dure 2 heures, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc il faut le faire d'un coup, parce qu'on ne peut pas mettre oui, pause. Par bien sûr. contre, dans l'éventualité où le test est un succès, tu peux participer à n'importe quelle piscine de n'importe quelle année. D'accord, ok. Merci. Par contre, quand on a fait la piscine de l'été 2021 et qu'on réussit, il faut faire la rentrée parce qu'on a créé l'esprit de corps. C'est ça qui est Oui, important. Après, le test, on peut d'accord. venir au check-in, c'est quand on s'inscrit à la piscine qu'on choisit vraiment le moment où on est prêt à commencer. C'est ça. Ok. C'est très important parce que vraiment, en fait, en piscine, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez nouer des liens, vous allez, entre guillemets, comme le disait Christophe, former un esprit de corps, avoir un groupe de travail. Et en Mm. fait, la plus grosse chance, entre guillemets, d'échouer 42 post-piscine, ça va être de se Mm. retrouver seul, qui est tout l'opposé, en fait, de ce qu'on essaye d'émuler. Et c'est vrai Oui. que en faisant une piscine, puis en tentant, en fait, le cursus 2 ans plus tard, par exemple, on peut vite Mm. être perdu dans les groupes qu'on a pu créer, etc., quoi. D'accord. Merci beaucoup. J'ai vu une question dans les messages sur l'âge limite maximum. Alors, il y a eu à un moment donné, hein, il fallait avoir moins de 30 ans pour commencer l'école 42, c'est plus le cas. Et donc, du coup, il n'y a pas de maximum. Ça dépend de vos compétences et votre motivation. Et on a des gens qui ont 50 ans, qui démarrent l'école 42, etc. Donc, c'est pas du tout impossible, hein. Comme à l'université d'ailleurs, il y a des gens qui ont 50, 60 ans, même à l'université. Donc voilà, donc, tout est possible. Il faut oser essayer. Il y a une question de Omar. J'ai déjà fait cet examen pour Paris, mais je n'ai pas pu y aller. Est-ce que je dois le refaire? Ben, a priori, oui. Oui, mais la chance de réussite est bonne. Ça se ressemble. Non, effectivement, pour des raisons. Alors d'abord, parce que les examens, ils évoluent d'année en année. Hein, c'est pas toujours les mêmes, ça se ressemble. Mais effectivement, il faudra se réinscrire sur la plateforme. Alors peut-être que le compte est encore valide, mais refaire l'examen pour le campus de Lausanne. Et si tout d'un coup, il y avait une situation où le compte était lié à Paris, il suffit de nous demander, puis on peut faire quelque chose pour remettre le compte sur Lausanne. Mais ça, c'est au cas par cas. Tu me corriges, Jérémy, hein, si je dis une Comme je bêtise. pense que c'est il y a un petit moment, ton compte a dû être anonymisé, donc tu vas pouvoir en créer un autre directement sur la plateforme de Lausanne lorsqu'elle sera ouverte au mois de février. Mais en effet, tu dois refaire le process sur le campus de Lausanne. Parce qu'on va avoir des éléments en fait de formulaire de sélection, même les jeux qui sont un petit peu différents. Donc, du coup, il faut vraiment le refaire sur Lausanne, en effet. Bon, Stéphanie, j'aurais une question. Je ne sais pas si j'ai coupé la parole à quelqu'un. Désolée. Vas-y, pas de problème. Vous disiez tout à l'heure qu'on apprenait pas mal des échecs. Et justement, moi, je m'interroge sur ce qui fait échouer les gens au test. Parce que moi, je viens vraiment pas du tout de l'univers de l'informatique, mais vraiment pas du tout. Donc, le raisonnement logique à travers différents tests, j'en ai fait pas mal. Donc, bon, voilà, je me dis pourquoi pas. Mais j'aimerais bien savoir ce qui fait échouer finalement les gens qui passent le test. Le test en ligne, Oui. spécifiquement, on va dire c'est assez aléatoire, j'ai envie de dire. Enfin, je pense que vraiment tout le monde a sa chance. En fait, c'est pas forcément des capacités innées ou même qu'on peut savoir qu'on a, hein. Je connais plein de personnes qui n'avaient jamais fait de test de logique, comme par exemple tu peux en avoir fait, comme tu le dis, qui ont passé les tests avec succès. C'est vraiment justement pour voir ce qui se passe. Très honnêtement, la plupart des gens réussissent le test pour autant qu'ils sont impliqués en fait pendant les 2 heures. À mon sens, c'est plus un test de motivation et de persévérance que de logique pure. Et en fait, c'est là aussi que la culture de l'échec va se retrouver dans le cursus, parce que l'informatique, c'est très très rare que ça marche du premier coup, bien au contraire. Et du coup, en fait, pour vraiment habituer les personnes à se rendre compte que échouer, ben, en fait, c'est pas du tout une fatalité. Au contraire, c'est la meilleure façon d'apprendre, et surtout en informatique. Avant de réussir, il va falloir échouer beaucoup de fois.
Et du coup, c'est vraiment une base aussi de la pédagogie de 42. C'est vraiment d'habituer les gens à l'échec, puisqu'en informatique, rien ne fonctionne du premier coup et il va falloir persévérer pour pouvoir réussir. Pour répondre à ta question et reboucler là-dessus, le premier test, et donc le test de logique, qui dure 2 heures, c'est plus un test de persévérance et entre guillemets vérifier si le cerveau fonctionne bien, mais c'est le cas dans 95% des cas. C'est vraiment un test de persévérance et de motivation plus qu'un test de logique. Ça, c'est pas très compliqué, c'est juste que bon, c'est pour vérifier que tout va bien et que la motivation est là. Parce qu'évidemment, si la personne lance le test de 2 heures et puis arrête au bout d'une demi-heure, là, ça marchera pas. C'est des tests en ligne qui durent bien presque 2 heures, donc il faut aller vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Après, je vais relativiser, parce que les deux, ils ont fait l'école, donc pour eux, ils sont logiques, ces tests. Moi, dans le comité, j'ai un mec qui a une licence en maths, puis un ingénieur français, ils ont loupé, ils se sont fracassés. Donc, mais effectivement, ça montre, alors d'abord, ça montre qu'on a de la logique, et que surtout, qu'on est prêt, d'abord qu'on s'est préparé, il y a l'aspect motivation, et puis qu'au bout d'un moment, on a une certaine capacité à résoudre des énigmes. Donc, si vous avez un esprit, si vous êtes assez bon dans les escape games, si vous aimez bien faire des jeux, et puis bah, un jeu, on arrive, on lit pas le mode d'emploi, on y va, on essaye, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En général, ça va aller, quoi, je dirais. Donc voilà, donc c'est effectivement ces compétences-là qu'on recherche à travers le jeu, puis quand même être capable d'aligner deux morceaux. Mais de nouveau, si vous réussissez bien les escape games, c'est que vous avez de la logique hein, et que vous avez des Ouais. compétences. Et c'est pas C'est forcément celle qu'on exactement a ça. appris à l'école. Ouais, c'est un jeu, hein. Ça reste un jeu. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo où il faut amener un personnage d'un point A à un point B, en fait, le jeu, c'est ça. Donc, typiquement, c'est vraiment accessible à tous et à toutes, évidemment. Donc, pour le savoir si c'est faisable, il n'y a qu'une seule façon, en fait, c'est d'essayer. Mais justement, par rapport à ce test en ligne, du coup, si admettons, tu l'échoues, est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir le repasser ou tu peux pas le repasser pour ensuite accéder à la piscine? Comment ça se passe? Alors, ce test-là peut être essayé dans un délai à votre convenance. On ne l'encourage pas forcément, puisque le but du test, c'est quand même de voir si, sans préparation au préalable, vous êtes capable de le faire. Et surtout, donc, pour ce test-là, on va dire que c'est réessayable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, la piscine, donc ça dure 1 mois, c'est le vrai test, entre guillemets. Un étudiant, donc une personne, va pouvoir tenter au maximum 2 piscines dans toute sa vie, dans toutes les écoles du réseau partenaire. Pas plus. En fait, à partir du moment où on se rend compte que la personne a échoué à 2 piscines, on ne veut pas, entre guillemets, envoyer une personne dans le mur, qu'elle persévère dans une voie où, en effet, la pédagogie de 42 n'a pas l'heure adaptée pour cette personne. Et donc, du coup, on préfère mettre un stop définitif à ce moment-là. Par contre, pour les jeux en ligne, c'est réessayable. Mais comme je le disais avant, on essaye au maximum de faire comprendre à la personne que si ça n'a pas marché du premier coup, c'est peut-être pas la bonne voie, mais on ne l'empêche pas de persévérer. Clairement, c'est possible de retenter. Ah, d'accord, donc c'est pas un prérequis pour du coup accéder à la piscine. C'est au fait le vrai test, c'est la piscine. C'est un prérequis pour accéder à la piscine, mais le vrai test, oui, clairement, c'est la piscine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça reste quand même un test en fait pour savoir si c'est quelque chose qui nous plaît, pour lesquels on va dire, des qualités de base, même si c'est pas vraiment le terme. Le vrai test pour moi reste la piscine, même si en effet ça permet déjà d'avoir un petit filtre entre guillemets pour dire bon, si j'ai du mal avec le test en ligne, il est fort probable que pendant la piscine ça se passe très mal. Ok. Et du coup, comme la première volée va rentrer, on va dire, comme il a dit tout à l'heure, Christophe, dès qu'il a commencé sa piscine, il y avait une personne en face qui tout d'un coup a vu qu'il était nouveau, donc du coup il lui a donné un coup de main, il lui a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça. Du coup, la première volée, donc comme il n'y aura personne pour aider, on va dire ce sera la première volée qui va s'aider entre eux. C'est ça le. Exactement. Ok. Exactement, et ça marche très bien aussi. Donc, pour avoir eu la chance d'avoir suivi pas mal d'ouvertures de campus, ayant travaillé en tant que staff pour 42 Networks ces dernières années, ça marche très bien, même dans le cadre d'une ouverture de campus où on n'a pas d'anciens, entre guillemets, qui sont là pour aider, ou de personnes qui ont déjà tenté l'expérience. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait, dès la première journée, on va avoir quand même une densité de personnes, donc dans notre cas, 200 personnes qui sont livrées à eux-mêmes et qui vont devoir trouver des indications. Et en fait, là est toute la beauté, j'ai envie de dire, de la pire pédagogie, c'est que dès que quelqu'un va trouver un élément de solution,
il va le partager à un autre et ça va se propager au fur et à mesure. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, ah, mais c'est un concours, j'ai envie de le garder pour moi. Sauf qu'en fait, on a tout intérêt à faire l'inverse. Pour donner un petit exemple, j'avais par exemple, moi, pour ma part, avant de tenter la piscine, fait des études en informatique et déjà programmé en C, qui est le langage en piscine. Donc, j'ai pu aider certaines personnes au tout début de la piscine, et en fait, des personnes qui n'avaient jamais fait de programmation, même qui n'étaient pas du tout du milieu technologique. Et in fine, en fin de piscine, c'était ces personnes-là qui m'expliquaient des choses que je n'avais pas comprises. Donc, on a tout intérêt en fait à collaborer avec les autres, et c'est vraiment l'entraide qui va nous permettre d'avancer, que ce soit pendant la piscine ou pendant la scolarité en fait. Pour avoir vécu la première année à Lyon, on a vraiment cette solidarité de la part de tous les étudiants, parce qu'on n'a pas la personne, pas arriver ensuite sachant, personne au-dessus qui peut nous expliquer. Donc, on est vraiment tous solidaires ensemble. Et il n'y a pas du tout cet esprit de compétition. On va essayer d'être meilleur, chercher à être meilleur que soi grâce aux autres, pas être meilleur que les autres. Bonsoir. 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 Oui, bon, déjà, merci Christophe de votre présentation et à l'IBA Genève d'organiser le Zoom. En fait, j'avais une question vis-à-vis du tronc commun, des spécialisations. Vous avez parlé de tronc commun. Est-ce que le tronc commun, par exemple, il débute avec la piscine ou est juste après la piscine? Et en fait, est-ce que vis-à-vis de la spécialisation, par exemple, si moi, je veux faire principalement de l'analyse de données, par exemple, est-ce que l'école 42 forme, par exemple, plus des développeurs en full stack que, par exemple, différentes spécialités dans l'informatique? Alors, pour répondre à ta question, donc la piscine déjà, qui est la première partie, entre guillemets, on va surtout aborder les grosses bases qui vont être le shell, puis la programmation en C, qui est le langage socle ancestral, entre guillemets, de tous les langages, qui va permettre vraiment de bien commencer, entre guillemets, à apprendre avec un langage qui est complexe et ancien, et ce qui permet vraiment de développer des très bonnes capacités de recherche. Ensuite, pendant le cursus, pendant le tronc commun, on va avoir plusieurs projets en C. Ensuite, on va enchaîner, par exemple, sur des projets en C en programmation graphique, puis sur des projets un peu plus réseau. On va même faire de l'assembleur, pour ceux avec qui ça peut parler. Après, on va avoir du C++, donc la programmation orientée objet, toujours dans le tronc commun. On va aborder des sujets un petit peu plus DevOps, comme Docker, Kubernetes, aussi des aspects réseau, pas mal de petites choses comme ça. On va finir ensuite par un projet de groupe, parce qu'il y a énormément de projets de groupe dans le cursus. On va avoir des projets solo et des projets de groupe. On va finir par un gros projet de groupe qui est aléatoire chaque année dans un langage aléatoire, qui permet de tester un petit peu ses compétences avant de partir en stage et de prendre confiance en soi dans quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et au niveau des spécialisations, c'est là qu'on va vraiment balayer énormément de scopes, parce qu'en fait, on va aller du développeur web, que ce soit du front, du back, à la DB. On va pouvoir faire de la programmation graphique peu poussée comme de l'Unity, de l'OpenGL, donc vraiment un jeu vidéo. Ensuite, on va avoir un cursus un peu plus réseau, que ce soit en sécurité, en virus. On peut également, il y a des projets pour faire des virus, ça c'est intéressant. Évidemment, éthiquement, hein. Donc virus, ensuite on va avoir tout ce qui est machine learning, data science, et on a même par exemple des projets d'émulation, donc très bas niveau, donc un émulateur de Game Boy Advance, Game Boy pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît ici, donc des projets assez bas niveau, et le plus bas niveau qu'on a pour balayer un petit peu tout le scope, ça va être de recoder un kernel, pour ceux à qui ça parle. C'est quand même quelque chose de très très bas niveau. Donc on va vraiment balayer toutes les spécialités qu'on peut trouver dans le milieu du développement et de l'informatique en général, ce qui fait qu'on balaye le scope très largement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on en rajoute au fur et à mesure des années. Comme le disait Christophe tout à l'heure, le cursus 42 évolue de par l'équipe pédagogique de 42 Network, mais aussi par les contributions des différents campus. Donc, sachant également que les étudiants peuvent, lorsqu'ils sont alumni ou très avancés dans le cursus, proposer eux-mêmes des nouveaux sujets, ça nous permet en fait d'avoir des sujets qui sont à jour sur des nouvelles technos et de ne pas apprendre des choses qui sont complètement outdated. Donc, par exemple, moi, pour avoir fait un DUT en France en informatique, j'apprenais des choses d'il y a 20, voire 30 ans. C'est pas dans ce cursus-là que j'ai appris des choses qui sont sorties, je dis une connerie, mais l'année dernière, par exemple. Donc là, typiquement, dans le tronc commun, vous voyez qu'on a, bon, je le disais tout à l'heure, Docker, Kubernetes, pour ceux à qui ça parle,
c'est quelque chose qui est quand même très très récent et je doute très fortement que dans des cursus plus classiques, on aborde déjà ce genre de choses. Pour expliquer un petit peu, donc pour résumer ta question, hein, au niveau des spécialisations, on va vraiment toucher à tout et ça a matière à évoluer. Donc voilà. Étude des besoins, on est dans une association de business analysts. Est-ce que vous avez des choses de ce type-là ou par exemple mener un projet soi-même et l'éprouver avec des utilisateurs, les tests, voilà, est-ce que vous dites que ça touche tout ce qui concerne la programmation informatique. Est-ce que le côté analyse est aussi bien représenté? Sinon, on se fera un plaisir de… Pour l'instant, pas trop. On a Ouais. un peu d'analyse, notamment en big data, etc. Mais c'est vrai que on n'a pas encore tous ces aspects-là. Donc, ce serait un plaisir d'avoir une collaboration potentielle pour pouvoir justement se spécialiser un petit peu plus là-dedans, si possible. Parce que quand vous avez un projet, est-ce que les données du projet sont déjà connues, les besoins sont déjà connus, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'on a un cadre et c'est à l'étudiant de fournir la meilleure solution, par exemple? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a En fait, ce qui est global hein, à tout projet en informatique, c'est qu'il n'y a jamais une seule, et meilleure d'ailleurs, solution à un problème. Il y en a une multitude. Et du coup, nos projets sont formulés de la sorte qui sont assez déroutants, hein, on va dire, pour les gens qui viennent d'un cursus un peu plus scolaire, dans le sens où on ne donne pas la méthode en fait, pour réussir le projet. On va juste donner un cahier des charges. Ce qui permet également hein, de préparer l'étudiant à ce qui va se passer en entreprise, parce qu'en entreprise, on donne un cahier des charges, on a besoin de tels produits au final. En fait, nos sujets sont formulés comme ça. On ne donne aucune indication sur les méthodes à utiliser, etc. C'est vraiment, nous, on veut ça comme produit fini. Ensuite, on va avoir des barèmes D'accord, d'évaluation. mais il y a un cahier des charges. Voilà. C'est le travail du business analyst, normalement, de fournir ce cahier des charges, d'aller chercher les besoins et de travailler avec le développeur pour trouver la meilleure solution possible en fonction des besoins identifiés. Ouais. On a ce qu'on appelle l'open project, qui est en fait la création de son propre projet à un ou plusieurs étudiants. Et du coup, ça permet effectivement de développer un peu ces compétences-là de création de projet des charges, de chercher les besoins pour réaliser le projet dont on a envie. Donc, c'est l'open project qui est dans la deuxième partie du cursus. On couvre un petit peu ce besoin, mais évidemment, ça peut pousser plus loin. On va dire au niveau des projets, il y a effectivement deux logiques. Il y a les projets pédagogiques qui ont pour objectif de faire avancer sur un chemin et d'acquérir des compétences qui sont quand même assez orienté, on va dire, dans ce contexte-là. Puis après, il y a les projets, alors les open projects, les labs, des rushs ou des choses comme ça, qui sont plutôt les projets des entreprises, où là, on peut tomber sur tout type de projet. Et effectivement, intervient la question de dire, mais qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc, cette logique de prototypage, de design thinking, etc., elle est très présente, notamment dans cette deuxième partie, comme expliquait Jérémy. Et en faisant ça, en fait, on développe forcément le savoir des compétences d'analyse, de tests, etc. Alors, le test est très, très, très présent. Hein. Ça, dès le début, ne serait-ce qu'à travers le peer review, on est dans une logique de test. Et puis, la gestion de projet vient au fur et à mesure dans ce contexte-là. Et puis, justement, les conférences permettent d'amener des compréhensions. C'est quoi la gestion de projet? C'est quoi la business analyse? C'est quoi l'architecture d'entreprise, etc. Qui sont des choses qui sont plus difficiles à faire passer par une expérience pratique qui permettent de partager plutôt un témoignage dans ce contexte-là. Je me permets juste de revenir sur les questions, quelques questions qui ont été posées, comme ça, j'en cadre quelques-unes, les faciles. D'abord, est-ce qu'il faut savoir parler l'anglais? Alors, parler, non, on est en Suisse romande, c'est pas un problème. Par contre, comprendre l'anglais technique dès le début, effectivement, c'est nécessaire parce que ne serait-ce que une bonne partie de la documentation reste en anglais et on va développer cette compétence-là dans ce contexte-là. Il y a aussi des questions par rapport à la reconnaissance de l'école. Est-ce qu'on peut avoir une bourse d'études si on est à l'école 42? Est-ce qu'en tant qu'étudiant, on peut accéder au logement étudiant, etc. Pour être tout à fait transparent, c'est en discussion aujourd'hui avec les différents cantons, parce qu'en plus c'est cantonal. Nous, on ne leur demande pas d'argent. Quelqu'un a aussi réagi là-dessus. On ne demande pas d'argent à l'État. L'État doit financer les systèmes qui existent et on a besoin de ces systèmes-là. Mais la seule chose qu'on leur demande, c'est de reconnaître que nos étudiants sont des étudiants et qui passent beaucoup de temps à se former pour le bien de notre société et donc qu'ils puissent bénéficier, on va dire, des conditions étudiants. Voilà, donc c'est pas fait aujourd'hui, c'est un souhait. Et c'est vrai que ne serait-ce que d'accéder à des logements étudiants. Alors, on est à 1 heure et quart de toutes les grandes villes de Suisse romande, à part peut-être Delémont. Mais il y aura Mulhouse qui va ouvrir beaucoup plus proche. Donc voilà, donc il y aura en tout cas des facilités. Et puis on peut se déplacer, on peut trouver des solutions dans ce contexte-là. Concernant les étudiants étrangers, on va dire
tout le cursus de sélection, c'est pas un problème. On vient un mois sur une piscine. Il y aura des solutions de logement aussi sur place pour ceux qui viennent, par exemple, de l'étranger. Après, normalement, en tant qu'étudiant suisse, on a un permis étudiant dans ce contexte-là. Maintenant, pour l'Union européenne, c'est pas un problème. Pour les pays extra-Union européenne, faut pas hésiter à prendre contact au cas par cas pour voir s'il y a un risque ou si c'est pas du tout un problème dans ce contexte-là. Ça, c'est des questions effectivement plutôt, je dirais, pratiques par rapport à ce qui se passe dans le mode de sélection. Pour ce qui est peut-être des questions un peu différentes sur la sortie, on parlait des liens avec les grilles de salaire, hein, classiques des entreprises. Ça, c'est une question, honnêtement, j'aurais de la peine à répondre. Et j'ai envie de dire, alors je cherchais juste la question dans ce contexte-là, les grilles de salaire, c'est un truc d'avant, mais c'est une réalité aujourd'hui. On a des gens qui ne vont pas être formés avec un papier. Donc déjà, quand on est dans le contexte étatique, c'est un vrai problème. Parce que si on n'a pas un bachelor ou un master, on n'est pas dans des grilles X, Y, Z. Là, on va recommander à nos étudiants de faire un brevet fédéral qui permettront de valider justement les acquis et de faire juste l'examen. On va les préparer à l'examen aussi dans ce contexte-là. Après, on va être très clair, on ne forme pas des ingénieurs informaticiens de niveau EPFL. On forme des architectes du numérique, des codeurs, des gens qui savent construire. Donc on est, on va dire, entre le monde du j'ai mon apprentissage et le monde de j'ai fait l'IPFL. On est à ce niveau-là. Beaucoup en plus travaillent dans des startups, donc avec des salaires qui ne sont peut-être pas ceux que j'ai eu dans les banques. Donc voilà, donc effectivement, on est dans un intermédiaire. Après, on va aussi les conseiller pour dire prenez pas n'importe quel job à n'importe quelle condition, mais l'argent, c'est pas tout. Moi, être payé moins puis faire un truc qui me plaît, ben, ça me va aussi. Donc voilà, donc il y a cet élément-là, on verra. Je pense qu'effectivement, on aura tendance à avoir des gens par rapport aux gens qui ont HES ou université ou autres, qui seront un peu moins payés. Ça me semblerait cohérent parce qu'on n'est pas une formation académique. Mais voilà, ça, c'est des éléments qui sont à valider dans ce contexte-là. Et puis, j'avais encore une question. Ouais, alors après, je vous passe la parole, puis je fais le tri dans les questions, comme ça me permet de trouver. Donc, si quelqu'un a encore une question, n'hésitez pas, et je fais le tri en parallèle sur les questions qui arrivent. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation et pour tous les compléments d'informations que vous apportez. Je reviens par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la question pratique, aux questions pratiques et donc, notamment au statut. Donc, j'ai bien noté que le statut, dans un premier, est considéré comme étant étudiant. Même si la formation au final n'est pas forcément diplômante en tant que telle, c'est-à-dire que le diplôme n'est pas forcément reconnu. Donc, on peut éventuellement aussi, j'imagine, avoir aussi un statut salarié si on travaille aussi en parallèle. C'est le cas. Par rapport au stage, donc, est-ce que les stages, est-ce qu'il y a une obligation de les effectuer dans des structures, dans des grandes structures, ou ça peut être aussi des startups? Et que la deuxième question que j'ai, c'est plutôt concernant la mobilité. C'est à partir de quand on peut être mobile par rapport pour pouvoir découvrir d'autres centres 42 et combien de temps? Voilà, merci beaucoup. Alors, je réponds une partie, puis Jérémy, tu complètes. D'abord, par rapport au stage, donc n'importe quelle entreprise peut proposer une place de stage et c'est l'étudiant qui l'a choisi, d'accord? Et on a des cas d'étudiants qui ont fait leur stage dans leur propre start-up. Alors, je veux dire, c'est pas forcément conseillé parce que l'objectif du stage, c'est de vivre une expérience professionnelle dans un environnement qui existe, d'accord? Donc, il y en a, mais c'est quand même cette expérience-là qui est importante. Et pour avoir créé ma startup avant d'avoir un vrai job, je vous conseille, parce que je me suis fracassé la tête, hein, parce que je savais pas ce que ça voulait dire travailler pour de vrai. Enfin, on bossait comme des fous, mais on savait pas ce que ça voulait dire un environnement structuré. Donc voilà, effectivement, il y a cet aspect-là. Je sais pas si sur cette question des stages, Jérémy, tu veux rebondir ou compléter? C'est vrai que pour les stages, nous, comme tu l'as dit, hein, le but, c'est vraiment de faire une expérience professionnelle. Donc, on déconseille, et c'est même interdit pour l'École de Paris, hein, de faire son stage dans sa propre entreprise, ce qui est assez logique. Heureusement que je t'ai posé la question. Et puis pour l'échange de campus, donc il faut avoir atteint le niveau 8 pour pouvoir changer de campus. Alors, après, on peut changer. Exactement le niveau 8, mais c'est à peu près. Ouais, en gros, sur le cercle qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est le début du cursus, lorsqu'on a fini en fait la première partie du cercle, tous les grands cercles en fait,
avant de pouvoir attaquer toutes les spécialisations. C'est la première partie. À partir de ce moment-là, vous pouvez être transféré dans n'importe quelle école du réseau 42 Network, à condition que l'école ait des étudiants du même niveau que le vôtre. C'est-à-dire que si c'est une école qui vient d'ouvrir, qui n'a pas encore des étudiants qui sont à cette partie-là avancée du cursus, on ne va pas pouvoir vous envoyer là-bas, entre guillemets, puisque vous n'allez avoir personne avec qui travailler pour les projets de groupe, puisque vous allez devoir attendre des étudiants qui sont pour l'instant plus bas. Donc, c'est surtout pour les écoles, entre guillemets, qui ont déjà, on va dire, un bon roulement après 1 an, 2 ans d'ouverture, pour lesquels on va pouvoir effectivement faire des transferts. Donc, en fait, Si le campus autorise. Concernant donc le stage, il peut être effectué aussi à l'international. Donc, j'ai bien noté que donc d'une part, c'est pas pratique ni intéressant, et en même temps, c'est fortement déconseillé de le faire dans sa propre entreprise. Mais la mobilité, je dirais, plutôt dans une structure, dans un autre pays européen, par exemple, est toujours viable et acceptée. Concernant donc la mobilité, c'est quelque chose qui est optionnel, n'est pas obligatoire. Pas obligatoire, non. D'accord. Non, effectivement, c'est une opportunité, on va dire. La plupart ne vont pas le prendre, au contraire. Par contre, effectivement, et nous, ce qui est intéressant, c'est que la mobilité, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on sait que la Suisse est un facteur d'attraction pour attirer des compétences. Donc, on s'attend à avoir effectivement, et on a déjà des demandes aujourd'hui de gens qui aimeraient venir lors de l'ouverture du campus. Et c'est ce qu'expliquait Jérémy. Venir comme candidat et démarrer la piscine, oui, aucun problème. Maintenant, on a des gens qui sont déjà au niveau 8 ou 9 ou 10 dans une école qui aimeraient venir. On leur dit, mais non, parce que vous n'avez pas les collègues nécessaires pour pouvoir travailler à ce niveau-là. Ok, donc c'est plutôt un échange principalement, ou l'environnement qui est favorable pour que la personne puisse progresser, c'est cela? C'est ça, dans cette logique-là. Ouais, c'est ça qui est important, sinon ça ne marche pas. D'accord, ok, ça me paraît normal. Merci beaucoup. Je profite pour prendre une question. Combien de temps a-t-on pour s'inscrire à une piscine après avoir réussi l'examen d'entrée? Je ne sais pas s'il y a un délai maximum. Donc l'examen, le test en ligne, hein. Au bout de 2-3 ans, on peut toujours s'inscrire à la piscine quand on a réussi, Jérémy? Oui, tout à fait. Ouais. Pour autant que notre compte ne soit pas anonymisé suite aux lois en vigueur européennes. Mais je suis se connecter assez souvent. On envoie des mails de rappel, le cas échéant, pour pas que ça arrive. Mais tout à fait, la sélection via les jeux permet l'accès à une piscine de n'importe quelle année qu'elle soit. Et pour vous dire, là, j'avais un étudiant qui a fait les tests à Rio, qui m'a dit, est-ce que je suis obligé de refaire les tests? Je lui ai dit oui. Il me dit, ça m'embête. Je lui ai dit, si ça t'embête de faire un test de 2 heures, tu peux arrêter tout de suite, hein. Parce que franchement, effectivement, une fois qu'on l'a réussi une fois, il y a la probabilité qu'on le réussisse, il est fort. Puis si on ne veut pas passer 2 heures à faire un test en ligne, je veux dire, on va passer 4 semaines à bosser comme un fou. Donc, en termes de motivation, j'étais assez étonné de la question, on va dire, dans ce contexte-là. Ce qui me permet de rebondir sur une question qui est dans le chat précédemment, qui disait votre vision d'informatique, en gros, est 12-14 heures. Donc, sous l'aspect, c'est un peu choquant, 12-14 heures par jour. Alors oui, comme le disait Christophe tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas. Par contre, quand on habitue, entre guillemets, nos étudiants dès la piscine à fournir une telle densité de travail, ça va permettre de débloquer, entre guillemets, des capacités assez intéressantes. Et surtout, si les étudiants le font, ce n'est pas pour avoir une bonne note, etc., pour un diplôme, entre guillemets, c'est pour eux. Et en fait, ça va vraiment développer la partie de la personne à vouloir travailler pour sa propre formation et son envie d'apprendre, en fait. Donc, pour avoir suivi le cursus, hein, travailler 12 à 14 heures par jour, avant, pour moi, il y a quelques années, c'était quasiment inconcevable. Et en fait, j'ai pu passer beaucoup plus de temps à travailler que ça par jour, mais par pur plaisir. Et entre guillemets, oui, en entreprise, le rythme n'est pas aussi soutenu. Par contre, d'avoir pu vivre une expérience où on est à fond là-dedans, etc., lorsqu'il y aura une période de rush, je pense notamment à des petits exemples pour ceux qui connaissent Cyberpunk, qui ont du crunch comme des malades pour pouvoir sortir leur jeu, bien, ça peut arriver dans la vie. Et du coup, c'est quand même assez intéressant de se dire, bon, je l'ai déjà fait, ça ne me fait pas peur. Là où je veux rebondir sur le fait que c'est aussi intéressant, c'est que quand on a déjà vécu ça, entre guillemets, un rythme aussi intensif, plus grand chose nous fait peur en termes d'intensité. Je veux dire, la piscine, c'est tellement intense que, et le cursus aussi, hein, également, un petit peu moins quand même, qu'après, quand on arrive, entre guillemets, dans un milieu un peu plus raisonnable,
même si ce n'est pas vraiment le mot, ça va nous paraître plus simple. Pareil, j'ai une question sur pourquoi le langage C est choisi pour la piscine. Ben, tout simplement pour la même raison. C'est un langage qui est très ancien, bien plus de 20 ans, comme je disais tout à l'heure, à peu près 40 ans. Donc les ressources sont nombreuses, mais pas toujours au goût du jour. C'est très dur de documenter dessus. C'est le socle commun d'un peu tous les langages récents. Ça va nous permettre de descendre très bas niveau. Et puis surtout, en fait, quand on a fait du C et qu'on sait programmer en C un programme assez complexe, quand on passe sur des langages d'aujourd'hui en 2020, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et c'est complètement dans la même dynamique. On va vraiment commencer par le plus dur pour, in fine, arriver à aujourd'hui et dire, mais en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est très important d'avoir justement toutes ces compétences de base avant de pouvoir se dire, bon, là, je vais faire un site web, ok, je vais afficher une phrase, je sais pas quoi. Ok, mais nous, on va partir de, tu vas afficher caractère par caractère, comme on affiche un caractère, etc., etc. Pour pouvoir utiliser les outils d'aujourd'hui, il est très important de comprendre comment ils ont été fabriqués de base. Donc, on va les refaire faire aux étudiants. Bref, je divague un peu. On va passer à une autre C'est la question. passion qui parle. Ouais, c'est la passion. Claude, Claude me dit on a encore à peu près 10 minutes. Dans les questions, je vais en prendre deux, trois qui sont peut-être qui sont importantes. D'abord, il y a la question des soft skills et du virtuel. Alors oui, bien évidemment, on peut travailler en mode virtuel. On a tous vécu cette année le distanciel, etc. Les moments les plus difficiles pour moi, ça a été le lancement d'un projet. Ça n'a pas été poursuivre un projet. Le moment le plus difficile, c'était d'intégrer une nouvelle personne dans l'équipe. Ça n'a pas été continuer à travailler avec l'équipe. Et effectivement, c'est cette partie-là qui est vraiment importante dans l'expérience, notamment de la piscine, dans ce contexte-là, et les premières étapes. Après, quand on a l'habitude de travailler ensemble, quand on est lancé, quand on a une méthode de travail, là, on l'a vu dans les campus, ça s'est arrêté en mars, un peu partout. Tous les gens qui étaient lancés depuis la rentrée de septembre-octobre, ils ont continué à bosser à distance. Par contre, effectivement, créer cette expérience-là, elle est difficile. Et puis en même temps, dans le soft skills, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'émotions, et on sait à quel point ces écrans diminuent ça. Et on a vu très concrètement au sein du Carano Network, le nombre d'heures de travail a diminué. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, au lieu de passer 12 heures, faisaient 8 heures, parce que simplement on est moins connecté, on est moins motivé, etc. On l'a vu à la HESSO, on l'a vu dans les unis aussi, ce n'est pas spécifique à l'école 42. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle je prenais cet élément-là. Puis une autre question qui a rien à voir, mais que je trouvais très intéressante par rapport au... Est-ce que nos étudiants, on forme des barbares, on va être très clair. C'est les gens qui vont vous disrupter le métier. On a des boîtes qui nous payent pour former les gens qui vont les démonter en créant des autres boîtes, mais elles espèrent les rattacher, les récupérer avant, puis changer leur modèle d'affaires. Et puis il y avait une question sur les banques. Est-ce que nos étudiants sont assimilables dans une banque d'affaires? Alors, pour être tout à fait honnête, on a été chez deux grandes banques d'affaires à Genève. Je ne sais pas si c'est une de ceux-là dans laquelle la personne qui a posé la question travaille. On était avec 4 personnes avec des cravates dans une salle avec des moulures, pour ceux qui reconnaissent. Et ils nous ont posé la même question. Puis moi, je les ai regardés, je dis, vous avez mal posé la question. C'est est-ce que vous allez vous adapter aux nouveaux acteurs du numérique? Sinon, c'est vous qui êtes morts. Vous pouvez avoir 500 ans, c'est vous qui êtes mort. Et ça, c'est un élément qui est important. Alors, bien évidemment, je vais tempérer un peu mon propos. Moi, si j'ai la chance d'aller bosser dans une grande banque et puis que j'ai envie de le faire, puis que pour moi, c'est important, je vais m'adapter parce que je suis un caméléon. Et puis, ces gens-là sont des caméléons. Et puis, ils le feront parce qu'ils ont envie de le faire. D'accord? Et puis, quand on est un émigré de la deuxième génération et qu'on n'avait pas une formation et qu'on a la chance de bosser dans une banque, puis quand on va recevoir le salaire qu'on va recevoir, on reste. Soyons très clair. Quand on est un étudiant à l'EPFL, des fois, au bout de 3 ans, on dit ouais, mais moi j'ai envie d'élever des mouches au Vietnam et puis je pars parce que c'est mon rêve de vie. Voilà, il y a d'autres éléments d'importance et etc. Après, c'est ce que j'expliquais à cette banque-là. Prenez nos étudiants, mettez-les sur les solutions disruptives, mettez-les dans les équipes, des nouvelles solutions. Et au bout de 3-4 ans, au salaire que vous allez les payer, ils vont devenir civilisés. Donc, vous pouvez les mettre dans les équipes de prod après, c'est pas un problème. Donc voilà, donc il y a ces mélanges-là et c'est important, mais on n'est pas là pour former des gens sérieux, on est là pour former des gens qui sont prêts à se battre, qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de créer le futur. Je ne sais même pas encore son nom. Et voilà, et ça, c'est des éléments qui sont importants et c'est notre spécificité. On a des gens qui ont faim, qui ont envie de manger, pour qui c'est une vraie réussite sociale de réussir, d'être accueilli dans cette école-là. Moi, je vais vous dire, j'ai vécu une expérience à Paris j'ai fait une semaine avec 300 personnes. Le vendredi, on a su que que la piscine s'arrêtait. C'était confinement général en France. Mais
moi, j'avais les larmes aux yeux pour ces gens-là qui jouaient pour eux leur vie, leur carrière, leur métier. Moi, j'étais là en touriste, hein, donc je craignais rien. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'en quelques jours, en fait, il y a un lien qui s'est fait. Et j'ai réalisé à quel point pour ces gens-là, c'est vraiment pour les gens qu'on va avoir, ces candidats, et pour une bonne partie d'entre eux, peut-être pas tous, mais il y a vraiment une chance de vie. Et il y a un enjeu là-dessus. Et voilà, donc ça, c'est un élément que je voulais partager aussi dans ce contexte-là, qui est très important. Puis après, c'est une expérience et une histoire, l'école 42. Chaque campus a son histoire. Il y a des gens qui peuvent participer. J'ai aussi eu des questions là-dessus. Donner un coup de main, venir faire une conférence. J'ai des gens qui participent bénévolement, des anciens collègues qui m'ont dit, ouais, moi je suis à la retraite, je veux donner un coup de main, qui donnent un coup de main, etc. Il y a des gens qui nous ouvrent des portes, de gens qui nous donnent de l'argent, etc. Donc c'est aussi un projet avec tout ce que ça a de beau. Et puis, c'est un projet agile. On n'est pas là en train de former les gens à telle ou telle méthodologie agile, mais on est là à les préparer à être agiles dans leur tête. Parce qu'on peut faire un projet en mode agile, on peut être certifié product owner, etc., puis pas être agile du tout dans sa tête. Nous, on fait des gens qui sont agiles dans leur tête, puis après, il faut un peu les structurer aussi. Et puis, c'est cet équilibre-là qui est important. Voilà, j'ai pris un petit un petit best-of des quelques éléments. C'est marrant que tu rebondisses là-dessus, parce que j'allais vouloir envie de dire, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas. Tout à l'heure, on parlait de langage, etc., technologie. Ce qu'on essaie de faire, c'est pas d'apprendre des technologies qui, de toute façon, vont évoluer très vite dans le métier de l'informatique. Hein. C'est pas d'apprendre telle ou telle techno. C'est vraiment d'apprendre à apprendre aux gens. Donc, à rechercher, à travailler en groupe, à s'adapter, en fait, à faire des gens qui sont adaptables. Donc, quand il faut aller travailler dans un environnement comme une grande banque, un nouvel environnement pour eux, dans leur tête, le but du jeu, c'est de s'adapter à cet environnement ou alors de le disrupter en apportant quelque chose de nouveau. Mais justement, il ne faut pas avoir peur sur le « Ah, il ne sait pas encore faire ». Nous, c'est ce qu'on nous a beaucoup dit quand on envoyait des étudiants en stage à des endroits. Ils nous disaient « Oui, mais il n'a pas été formé à ça, il ne sait pas faire ». Déjà, c'est le but d'un stage. Et ensuite, nous, ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est d'apprendre à apprendre aux gens. Si je devais résumer la pédagogie en un mot, c'est ça. C'est ça, ouais. Pour partager un peu mon expérience que j'ai fait du coup dans des ESN, donc entreprise service du numérique, où là, justement, on a un cadre qui est beaucoup plus strict. Rapidement, ils comprennent qu'on est autonome et que du coup, on peut se détacher un peu et nous faire confiance et avancer dans les tâches qu'ils nous donnent. Donc, on est encadré, mais autonome. Ce qui découle du fait d'avoir une liberté totale pendant le cursus. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'horaire. Si on ne s'auto-responsabilise pas et qu'on n'a pas d'autonomie, il n'y a pas de conseil de classe, coup de bâton, mauvaise note, bulletin de notes. Il n'y a rien de tout ça. Donc, ça pousse à l'autonomie, à l'auto-responsabilisation. Et justement, l'autonomie amène à la confiance par la suite lors de l'arrivée en entreprise. Voilà, on arrive gentiment au bout. Si vous avez encore des questions à part ça, n'hésitez pas à nous interpeller, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou le site ou autre, hein, bien évidemment. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, mettez-les en contact avec nous. On va faire d'autres soirées d'information, etc. Et puis j'ai envie de dire, testez, tentez votre chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance, vous connaissez bien l'histoire. Donc fondamentalement, après, si on fait le test, on n'est pas obligé de venir en piscine. Pour nous, c'est notre objectif, bien évidemment. Mais le test, c'est déjà une petite expérience. J'en ai quelques-uns du comité qui pleurent encore de ne pas l'avoir réussi. Je leur ai dit, mais ça ira mieux la deuxième fois. Extra. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Christophe. Je finirai par une petite question de Michel Gerber. Est-ce que c'est possible de venir visiter le site? Ce serait peut-être une des soirées IBA ou des activités IBA. Est-ce que vous avez pensé à faire des visites bêtement pour voir ça en réel? Alors oui, d'abord, on peut faire des visites, on peut faire des events avec un groupe IBA, etc. Il y aura des portes ouvertes. Aussi, à un moment donné, il y aura une inauguration, etc. Mais effectivement, sur le site, on va avoir pas mal d'événements et puis beaucoup de visites d'entreprises parce que le but, c'est aussi de faire découvrir cette nouvelle manière d'enseigner, pas d'enseigner en l'occurrence, d'apprendre plutôt. Donc effectivement, on aura un côté échange ouvert. On est un lieu, on veut être un lieu d'échange avec le monde académique, avec le monde économique. À 42 Paris, c'est 450 événements par année avant 2020 en tout cas, et puis même des COMEX qui viennent faire une journée de plongeon dans la piscine ou dans un mode comme ça pour changer les idées. Ça, c'est effectivement des expériences qu'on veut faire. Extra, merci beaucoup, merci à tout le monde. Rendez-vous, donc ce sera la semaine prochaine pour la soirée
La prochaine soirée sera mercredi 20 janvier, où là, on va aussi faire un peu de pratique. Hein. On va essayer du moins à faire du problem solving. Pour ceux qui ont entendu parler d'Ishikawa et de la méthode des 5 why, voilà, on va faire un petit exercice par groupe, par breaking room dans Zoom, encadré par 5-6 facilitateurs. On a fait une séance hier de préparation pour voilà, apprendre les rudiments de Lean Six Sigma avec Claudine Berger. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt, au revoir. Bientôt.